je suis particulièrement fier d'être ici à la demande de l'OGMQ pour animer ce panel. Je ne suis pas certain que les gens de l'OGMQ soient aussi fiers. Il n'y en a aucun qui a voulu venir nous présenter. Non, c'est une blague. Donc, on a décidé de façon très démocratique de s'auto-présenter nous-mêmes, comme des grandes filles et des grands garçons. Je vais tout simplement nommer les noms dans un premier temps et ensuite on va faire notre petite vente personnelle. Moi, c'est Pierre Tessier. À ma droite, Vincent Thomas. À côté de Vincent, il y a Serge Kenakohan. Serge a accepté à la dernière minute de bien vouloir remplacer Yves Pécotte qui ne pouvait se présenter ici aujourd'hui. On remercie Serge. Maintenant, comment on a pu dénicher Serge? Non, c'est pas bouche-trou. On a fait de la géolocalisation visuelle. Donc, il faut se trouver un critère. On a dit des cheveux blancs, très blancs, et c'est le premier qu'on a vu, mais en fait, il est très bel aussi, il faut dire. Et, parlant de beauté, Chantal Arguin. Et par la suite, c'est Karel, 2 L. Et Karel, j'ai oublié le nom de famille, Karel Binette et Rachel Mathieu. Voilà. Bon, moi, c'est Pierre Tessier, jeune gradué en géodésie, qui était l'ancêtre des sciences géomatiques 1969. J'ai travaillé 36 ans au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. J'ai toujours gardé mon nom. Le ministère a changé de nom au moins 5 fois pendant cette période. J'ai travaillé successivement en géodésie, en cartographie, au cadastre. Par la suite, j'ai travaillé comme consultant en gestion foncière durant 8 ans. Et aussi, j'ai été président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec à répétition. C'est ma 5e fois en 10 ans. Comme je disais, bien des gens, c'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est rendu un tic. Maintenant, je peux céder la parole à Vincent Thomas. Merci. Donc, c'est le fun de vous voir en si grand nombre. Donc, je pense qu'on commence par se présenter puis dire en quoi la géomatique est dans notre métier de tous les jours. On va voter contre. On a voté contre? Ah, je m'appelle Vincent Thomas. Je suis consultant chez Fujitsu. Puis mon mandat actuel est pour le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta. Bonjour, mon nom est Serge Kenakohan. J'ai une maîtrise de l'École polytechnique. Ça fait 35 ans, je peux te dire ça, que je suis en géomatique. Puis les 20 premières années, je me faisais niaiser parce que j'étais un ingénieur en géomatique. Heureusement, 10 ans plus tard, tous les professeurs de l'Université Laval sont devenus ingénieurs. Ça m'a fait très plaisir de les avoir comme ingénieurs juniors, d'ailleurs. Et j'œuvre dans différents domaines. J'ai travaillé dans une trentaine de pays et présentement, je travaille sur un projet pour la désignation des claims sur le web pour le Nunavut. Alors, bonjour à tous, mon nom est Chantal Arguin, je suis arpenteur géomètre, donc j'ai un bac en géomatique depuis 1990. Alors, j'ai 24 ans d'expérience déjà, je vais avoir ma PIN 25e l'année prochaine. Alors, moi, je suis spécialisée vraiment en géomatique depuis le début de ma carrière. Et maintenant, je travaille également dans l'arpentage foncier. Donc, je suis présidente de Groupe Trifid, une compagnie que j'ai partie il y a 13 ans hier, qui est spécialisée en cartographie mobile de précision. Et j'ai la firme Arguin et Associés, arpenteur géomètre, qui fait de l'arpentage traditionnel. Bien, bonjour, moi c'est Karel. Je suis étudiante à la maîtrise en géographie à l'UQAM. J'ai aussi fait mon baccalauréat là-bas. Puis dans le fond, ma maîtrise, je fais la maîtrise en géographie, donc pas juste en géomatique, au sens plus large. Donc je traite des ruelles vertes dans Rosemont, la petite patrie, et plus précisément la mobilisation citoyenne, puis le verdissement de la ville. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier le GMQ. Je m'appelle Rachel Mathieu. Et je voudrais remercier le GMQ pour m'avoir offert cette magnifique bourse qui va beaucoup m'aider. Je suis candidate à la maîtrise professionnelle en aménagement du territoire et c'est de l'UQAM. Mon projet de maîtrise porte, comme Yves Baudouin l'a si bien présenté tantôt, sur le développement d'un outil prévisionnel des températures de surface selon des aménagements urbains. Donc, je me base sur les différents matériaux utilisés, puis les différents types de morphologie en ville pour déterminer quelle température il va pouvoir faire au sol, pour pouvoir prévoir des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur. Voilà.
maintenant, quand on m'a demandé d'animer cette séance aujourd'hui, j'ai dit oui. Je croyais que je connaissais la géométrie. J'ai eu une vilaine surprise aujourd'hui. Je me rends compte que mes connaissances tardent. Une anecdote. Il y a peut-être 2 ans de ça, Vincent Thomas, avec qui je siégeais sur le bureau de direction de l'ACLG Champlain, je savais que c'était un géomaticien, je lui demande, comme ça, qu'est-ce que tu fais présentement? Il dit, je travaille sur un projet de réalité augmentée. Ah bon? J'ai dit, pour moi, la réalité augmentée, c'est quand je me pèse le matin. Il dit, oh boy, on part de loin. Il dit, une image vaut 1000 mots, je vais essayer de t'expliquer, parce que ça serait trop long. C'est quoi la réalité augmentée? Bon, c'est ça. Bon, c'est intéressant. C'est d'un réalisme saisissant, mais encore, moi je suis un arpenteur, j'ai mesuré dans toute ma vie. Je suis cartésien. Les cartoons, c'est pas moi, ça. Là, j'ai dit, c'est peut-être un message subliminal aussi. Genre, Pierre Tessier est possiblement un dinosaure du Vieux-Québec. Mais ça, j'ai dit non, ça se peut pas. Non, pas de la part de Vincent, il est beaucoup trop gentil. Quoi qu'il va toujours subsister un doute. Surtout qu'il a pris un tyrannosaure. Bref, c'était pour vous situer, surtout pour vous dire que je vais avoir absolument besoin des gens de la salle pour poser des questions aux panélistes. Parce que sinon, on ne sortira pas du Jurassique. Voilà. On débute? Vous êtes prêts? Dans un premier temps, je vais vous demander quels sont vos rapports avec la géomatique. Dans quel domaine vous travaillez spécifiquement, vous l'avez dit de toute façon très sommairement tout à l'heure, vos principaux intérêts, vos succès et éventuellement les obstacles que vous avez rencontrés. Donc, comme j'ai dit, je travaille pour le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta. Donc, moi, je fais de la géométrie vraiment à tous les jours pour le ministère. Je pense que sans la gang de Fujitsu, ils seraient un peu aveugles sur ce qui se passe sur leur territoire. Donc, on va gérer les poissons, la faune, la flore, les gentils grizzlies, il y en a beaucoup. Ça va. Ça marche pas. Est-ce que c'est sauté? Ça marche plus. El micrófono es arriba. El micrófono es arriba, la electricidad. Micrófono. C'est bon? Ça va. 1, 2. Non, estaba pegado. La douce. On était où? On était au Grizzly. Donc, donc pour eux, par exemple, en Alberta, il y a vraiment... il y a beaucoup de grizzlies. Si vous verriez la carte, c'est noir de grizzlies. Donc, ça fait peur un peu. Sinon, mes intérêts, donc tout ce qui est géomatique, imagerie, comme Pierre a mentionné, je fais ma maîtrise en réalité augmentée, donc l'insertion d'éléments virtuels dans la réalité, donc pour les jeux, des applications de tourisme par exemple, pour recréer des événements historiques, là où est-ce que ça s'est passé, donc c'est un peu mes intérêts. Puis, c'est ça. Donc, je passe la parole à Serge. Bon, merci. Donc, moi aussi, je suis en géométrie, mais du côté système, comme Vincent d'ailleurs. Je sais que ma collègue de droite n'est plus du côté collègue de données. Je travaille sur plusieurs mandats présentement. Donc, le premier mandat dont j'ai parlé, c'est un système qui va permettre de désigner des claims, donc sur Internet, sur le web, plutôt que d'aller sur le terrain pour le niveau. C'est un système qui existe déjà au Québec. Donc, plutôt que d'aller en hélicoptère sur le terrain, puis de planter 4 poteaux, puis de tirer sur le gars en face qui veut le faire au même endroit, ben, normalement, en ayant tout le monde en y accédant sur le web, ça va permettre d'avoir une meilleure démocratisation de la désignation des claims miniers, et ça va faciliter aussi le travail de tout le monde. Je travaille aussi dans des aspects plus stratégiques, donc un travail dans le domaine des transports intelligents, l'analyse de ce qui se passe en transport intelligent dans une dizaine de villes à travers le monde. Et finalement, ça peut aider ceux qui travaillent à l'international, un plan stratégique sur l'utilisation
de la géomatique pour le Millennium Challenge Fund. Ça, c'est le programme d'aide américain qui a été lancé par Bush. On peut dire beaucoup méchanceté sur Bush, je pourrais être le premier en commençant. Mais une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a sorti plusieurs milliards de dollars pour aider certains pays très pauvres. Puis tous ces pays-là sont aperçus que l'information géographique était essentielle. Puis dernièrement, ils ont décidé que ce serait peut-être bien si on approchait tout cet aspect de l'utilisation de l'information géospatiale de manière plus stratégique. Donc, parfait. Alors, moi également, j'ai travaillé dans la géomatique depuis la première journée que j'ai travaillé à titre d'arpenteur géomètre. Donc, j'ai commencé ma carrière à Trois-Rivières. Puis on avait parti à l'époque, ceux qui se souviennent, à ce moment-là, il y avait le DVP qui commençait. Donc, au bureau où je travaillais, j'ai fait quelques certificats de localisation, mais très rapidement, on a travaillé en cartographie numérique, c'est-à-dire. Donc, on travaillait à l'époque pour Hydro-Québec où on faisait des profils d'arbres pour bien évaluer les antennes, la distance des arbres qui avaient touché les fils électriques. Donc, c'était très innovateur à l'époque. Il faut se rappeler également qu'à ce moment-là, dans le foncier, dans les années 90, ça tombait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé en géomatique. En 95, je suis partie de Trois-Rivières, je suis allée travailler à Québec, donc en rénovation cadastrale. Alors, à mon avis, ce dossier-là, c'était le dossier le plus important pour les arpenteurs géomètres. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré M. Giroux. Et c'est à ce moment-là, je trouve que ce programme-là, malgré ses défauts et quoi qu'on puisse en dire, c'était quelque chose de rassembleur pour les arpenteurs géomètres. Donc, je pense que c'est un moment important dans l'histoire du Québec et de notre ordre professionnel. En 2002, j'ai quitté, j'ai fait un saut dans une firme qui s'appelait Geodata System. Je suis arrivée en juin 2001, 11 septembre est arrivé, puis la compagnie a fait faillite. Donc, rapidement, j'ai perdu mon emploi et c'est à ce moment-là que j'ai parti une entreprise qui s'appelle Groupe Trifid. À ce moment-là, on s'est spécialisé vraiment en acquisition, traitement de données et certification de données. Alors, j'ai travaillé beaucoup à l'international. Jusqu'en 2006, on a fait une centaine de villes virtuelles 3D pour des firmes de télécom. Et 2006, on a tous nos lots de up and down dans une compagnie. Donc, 2006, je parle de mes deux plus gros importants clients qui nous délaissent pour la Chine. Alors, c'est là que j'ai trouvé un partenaire, Tony Salé, qui est ici aujourd'hui. Donc, on a travaillé ensemble à l'international. Puis, à ce moment-là, on a importé la cartographie mobile de précision, donc un nouveau domaine d'affaires pour Trifid. Et on a continué comme ça. La deuxième tuile de l'entreprise, c'était en 2013, où la commission Charbonneau, on avait tout misé dans le marché municipal, commission Charbonneau. On est arrivé cette année-là, il y a eu seulement 2 projets pour l'entreprise dans la municipalité. Donc, on a réactivé notre expertise en photogrammétrie. Puis maintenant, on fait de la cartographie mobile, mais au service de d'autres applications comme l'auscultation de chaussées. Alors voilà. Donc, moi, mon expérience avec la géomatique est très récente. Ça date du baccalauréat où on a des cours obligatoires. Je pense que Rachel et moi, on est là pour montrer un peu justement ce qui se fait présentement quand tu étudies en géographie et en géomatique. Moi, j'utilise la géomatique plus rarement, donc vraiment globalement, tandis que Rachel est plus spécialisée. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant pour le futur de la géomatique, c'est-à-dire d'utiliser la géomatique, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, tout le monde en fait, mais pas nécessairement de façon spécialisée. Puis ma relation aussi avec la géomatique dans le futur, comme mes champs de connaissances, c'est vraiment le verdissement urbain, tout l'aménagement écologique. J'essaie aussi d'appliquer le développement durable au niveau local, donc de développer cette nouvelle théorie-là, ce nouveau concept-là. Et je pense que ça peut être très intéressant pour les villes de considérer vraiment les enjeux environnementaux. Puis, donc c'est ça pour moi, le futur de la géomatique, c'est de relier l'environnement avec les villes, mais aussi toutes les nouvelles technologies en géomatique. Puis c'est un peu là-dedans que j'aimerais développer ma maîtrise. Donc c'est vraiment comme en processus mais je pense que c'est comme ça que je vois la géomatique, puis qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui vont utiliser la géomatique et la voir de cette façon-là présentement en 2015. Voilà. Malgré le fait que j'ai pas encore terminé mes études universitaires, j'ai vraiment la chance d'avoir eu des gens qui sont venus vers moi pour
leur demander de l'aide pour des projets, surtout à l'UQAM. J'ai vraiment eu la chance que des professeurs m'offrent de participer à beaucoup de leurs projets, ce qui m'a donné une belle vue sur les différents aspects de la géomatique. J'ai eu la chance d'être assistante de recherche pour des projets vraiment divers qui touchent toute la géomatique d'une façon différente. Donc, même avant de commencer mon DESS en SIG, j'ai eu la chance de faire une étude sur la qualité de l'eau d'une municipalité, Lucie. Après ça, j'ai eu la chance de faire la cartographie avec Yves Baudouin sur les îlots de chaleur. Après ça, j'ai travaillé sur un programme qui permettait, un outil qui nous permettait d'utiliser des informations d'images satellitaires et LIDAR pour voir quel type de forêt on retrouvait. C'est un projet avec l'Hydro-Québec qui était venu nous voir à l'UQAM. Ensuite, on a eu aussi un beau projet de correction d'images aéroportées. Des nouvelles images que justement Yves vous a un peu présentées tantôt pendant sa présentation sur l'évolution de l'image thermique. Donc des images avec des meilleures résolutions qui demandent justement de faire des corrections atmosphériques différentes. Autrement, vu que j'ai fait le DSS en SIG et la maîtrise professionnelle, et que dans chacun de ces programmes-là, on a la chance de faire un stage, j'ai travaillé en géomarketing. Je travaillais en géomarketing dans 2 différents endroits, à la Banque Laurentienne et chez Cogeco, télécommunications. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu le géomarketing de 2 différentes façons. Donc, à la Banque Laurentienne, c'était vraiment, on a des clients qui sont sur notre territoire. On a une succursale et puis nos clients sont sur le territoire. Ils doivent venir vers nous. Donc, ça demande d'utiliser les outils géomatiques d'une façon différente que chez Cogeco, où c'est un réseau de fibre optique où nous devons nous rendre vers les clients. Donc, j'ai eu la chance de découvrir la géomatique de différentes façons, déjà, malgré que je n'ai pas terminé encore. Voilà. Avez-vous des questions pour nos panélistes concernant leurs expériences actuelles? On va maintenant passer à la deuxième partie, en fait, où on va s'alimenter à partir des sondages plutôt qui ont été réalisés par la GMQ au cours de l'été, celui-là. En fait, malheureusement, je pense que vous ne le voyez pas. C'est certain quand on regarde les résultats du sondage que ça reflète que c'est un sondage AGMQ. Donc, c'est évident. Donc, en tant que tel, l'aménagement du territoire qui retient 66% des répondants. Si on avait eu le même sondage, je ne sais pas, auprès de l'Association canadienne d'hydrographie, le perdant actuellement de l'hydrographie serait très probablement très élevé, et les transports aussi. Malgré tout, ça donne une très bonne idée de votre milieu, du milieu de la géomatique municipale. Et, par contre, on peut voir que la géomatique, malgré que on est dans le monde municipal, les gens ont répondu au niveau d'agriculture, d'environnement, foresterie, hydrographie, etc., etc. Donc, c'est très répandu. Est-ce que vous, les panélistes, avez certains commentaires à faire par rapport à ça? En fait, en regardant le sondage, ce qui est étonnant, de mon côté, c'est que lorsqu'on connaît le marché de la géomatique, les 2 plus grands marchés de la géomatique sont la défense, sécurité, et les transports. Puis lorsqu'on regarde dans le sondage qu'on a fait, en fait, sécurité, ils sont dit là, c'est santé, sécurité civile, le transport est un peu là-dedans. Je pense que d'abord, c'est parce qu'évidemment, c'est un sondage municipal, mais ça n'empêche pas qu'on a des applications de transport. Puis je pense que ça veut dire aussi, c'est que nous, ici, les membres de la GMQ, les gens qui sont en transport ne viennent pas à nos conférences, ils vont plutôt à des conférences de transport intelligent. Les gens de défense vont à des conférences sur la défense, de protection, de sécurité publique. Donc, bien qu'ils utilisent la géomatique, ils ne se voient pas comme des gens en géomatique. Donc, je pense que ça répond aussi à une des questions de ce matin, quand elle disait est-ce que la géomatique existe encore ou va exister plus tard. La réponse est peut-être juste être cachée en arrière, c'est peut-être ce qu'on voit dans le sondage, en tout cas, à mon avis. Je peux la laisser à Chantal. En fait, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est certain que l'aménagement du territoire ressort
plus fort, plus c'était des répondants de la GMQ. Mais pour moi, personnellement, je suis d'accord avec le sondage parce que en arpentage, c'est sûr qu'on travaille en aménagement du territoire, on est en lien avec l'aménagement du territoire, puis les mesures sur ces derniers. J'ai eu la chance de travailler en hydrographie aussi. Je vous dirais par contre que l'hydrographie, la géomatique est assez présente également, mais peut-être au niveau du nombre de personnes qui travaillent en hydrographie versus en arpentage ou en géomatique est moindre. Quelque chose à rajouter? Moi, si j'aurais eu une coche à toutes ces réponses, je pense que j'aurais coché. J'ai l'impression que l'aménagement du territoire est un peu, vous me corrigerez, une espèce de terme parapluie pour un peu tous les autres agricultures, l'environnement, la foresterie. Mais c'est certain que la géomatique a beaucoup contribué à tous ces domaines-là, avec par exemple l'agriculture de précision, l'environnement, j'en fais tous les jours, foresterie aussi pour évaluer les récoltes qu'on peut faire. C'est un petit peu difficile pour moi de commenter sur ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, vu que je travaille depuis très peu de temps en géomatique. Mais par contre, si je ne me trompe pas, le DSS en SIG existe depuis ça, 25 ans, depuis 90. Donc si je me fie au type de TP qu'on a eu à faire, de devoirs, d'exemples qu'on avait beaucoup dans nos cours, ça rejoignait souvent beaucoup l'aménagement du territoire, l'environnement, la foresterie puis les transports, là, tout ce qui est plus environnemental que l'aménagement du territoire, si ça peut représenter ce qui a été des domaines plus d'application durant les 25 dernières années. Moi, j'ai juste une petite chose à dire. C'est dur aussi pour moi parce que j'ai même pas 25 ans. Mais, non, mais sincèrement, je dirais, moi, ce que j'ai à dire, c'est que toutes ces catégories-là sont interreliées finalement. Fait que oui, on les a séparées pour un sondage, mais pour moi, c'est une chose. C'est la géomatique a aidé toutes les disciplines, puis on en voit de plus en plus, notamment à l'école, dans les sciences humaines. C'était surtout réservé à la spécialisation ou au milieu physique. Mais maintenant, dans les sciences humaines, c'est vraiment de plus en plus utilisé dans toutes les disciplines, pas juste en géographie. Fait que si j'avais une chose à dire, ça serait que c'est plutôt tout interrelié, ces disciplines-là, puis c'est de cette façon-là que je pense qu'il faudrait plus le voir. Et la salle, maintenant? Ah! Moi, j'ai un commentaire ou une question, je ne sais pas si... Donc, tu vas pouvoir finir la présentation qu'on a fait. Ça fonctionne les deux. L'heure du micro, ça marche maintenant. Okay. Non, juste pour revenir, parce que ça a été abordé, la question des villes, territoires intelligents, je crois que Serge, tu l'as évoqué rapidement au sujet du transport intelligent. Puis, moi, je trouve que s'il y a une vertu à ça, bien que j'aime de moins en moins cette expression-là, mais s'il y a une vertu au buzz qu'il y a autour de cette idée de territoire intelligent, c'est que ça remet l'ensemble du focus sur les interactions qui existent entre tout ça. Parce qu'en réalité, un espace anthropisé, une ville, peu importe, pour le comprendre, il ne faut pas cloisonner, il faut essayer de voir ce qui se passe dans les interactions entre le transport, l'aménagement du territoire, la foresterie, le développement économique, le développement culturel, etc. Et donc s'il y a bien un message à garder autour de cette idée de ville intelligente, c'est que l'intelligence ne pourra pas se faire sans la mise en interaction concrète de l'ensemble de ses fonctions et de ses activités. C'est comme ça qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe et à réagir de manière adaptée. Donc je pense que ce que disait tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, tout à l'heure, peu importe, mais l'idée que l'aménagement du territoire est un terme chapeau, c'est peut-être ça que ça reflète aussi, parce que aménager le territoire sans prendre en compte l'ensemble de ce qui existe, ça sert comme à rien, et on parle de foresterie urbaine, on parle d'environnement urbain, on parle de... J'ai peut-être d'autres mains se lever. Mais il a l'autre microphone. Nous, gouvernement d'Alberta, comme tout est interrelié, on est vraiment en train de briser les silos. Donc, les données foresterie ne restent pas en foresterie. On rapatrie tout au même endroit. Donc, ceux qui travaillent dans l'environnement de foresterie, ils sont au courant, par exemple, des terres autochtones.
sur le territoire. On rassemble tout au même endroit et tout le monde, tous les départements sont au courant des jeux de données qu'ils peuvent utiliser pour faire le travail le mieux possible et puis ouvrir la communication entre tous les départements. J'imagine que c'est la même chose aussi au moment du Québec. Ouais. Il faudrait que la salle intelligente. Sa localisation a changé. Moi, je suis 2 heures. 2 heures de décalage en temps. D'autres questions? Oui, Sandy. Supposons qu'on n'ait rien compris et qu'on continue à travailler en silo comme ça. Dans 25 ans, est-ce que, selon vous, est-ce que le sondage serait semblable ou est-ce que ça aurait changé? Je pense qu'on travaille. En fait, on va revenir aux choses, au point de Stéphane, mais on n'est plus en silo. Qu'on le veuille ou non, on ne sera pas en silo. Peut-être que ce sera les organisations qu'on a, les municipalités vont peut-être en silo. Mais ce qu'on voit présentement, c'est des données qui viennent de partout, qui sont intégrées par n'importe qui, pas forcément la municipalité, en fait de moins en moins, qui va sur le site de l'ASTM pour chercher un parcours. La plupart des gens vont encore chez Google Maps parce qu'ils intègrent les données, donc on ne se pose plus ces questions-là. Et si l'intégration n'est pas faite par les organisations, elle est faite par des compagnies privées ou des organismes non lucratifs. Je pense qu'on n'a pas le choix. Celle qui a 25 ans, là. Autre chose? On va passer au deuxième sondage, celui du mois de août. Il porte sur la technologie la plus marquante dans l'évolution de la géomatique dans les 25 dernières années. Bon, là, on voit apparaître en première ligne les instruments d'arpentage qui sont un tout petit pourcentage. Sébastien disait ce matin, probablement parce qu'il n'y a pas d'arpenteurs géomètres qui sont en géomatique municipale. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est très probablement que les instruments d'arpentage, depuis 25 ans, ont évolué, oui, mais de façon non pas révolutionnaire. En 1990, les stations totales existaient. Elles se sont améliorées considérablement, mais je dirais, si on compare à GPS, il y a 25 ans, était entre sa phase de développement et sa phase opérationnelle. La toute fin pratique à ses premiers balbutiements, parce que la constellation complète n'a été faite qu'en 1995. Peut-être ce qui explique des instruments d'arpentage qui sont, selon moi, en tout cas, à peu près absents, mais ce qui est normal à ma première vue. Pour ça, je n'ai pas d'autres commentaires en ce qui me concerne, et vous, messieurs, dames. Ben moi, en fait, si je regarde mon expérience, encore une fois, je suis d'accord avec le résultat, là, à 24,14% de logiciels d'application de traitement géomatique. Je pense que c'est la technologie la plus marquante. Si je fais un parallèle avec mon quotidien, si on pense par exemple qu'est-ce que les employés me demandent de plus en plus, mais c'est d'avoir un logiciel qui est capable de traiter plus rapidement, puis les ordinateurs plus puissants pour... là, je suis nulle là, au niveau des poids des données, mais imaginons qu'une photo avant c'était 300K, puis là j'ai peut-être des photos 100 000, au moins me donne un G. En tout cas, je ne suis pas bonne, c'est pas moi qui fais ça. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment à ce niveau-là, chez nous, là, que j'ai vu une amélioration ou un élément marquant. C'est sûr que le reste est suivi par défaut par la suite. Moi aussi, je suis également d'accord avec ce que le sondage met en numéro 1. Surtout si on pense à Google Maps et à Google Earth, qui sont quand même les logiciels SIG les plus utilisés de tous les logiciels. Puis surtout parce que quand ça fait une demi-heure que j'essaie d'expliquer à ma famille, à mes amis qu'est-ce que je fais, j'ai juste une chose à dire, 2 mots, Google Maps, et puis tout le monde comprend en gros ce que je fais. Puis tout le monde l'utilise à chaque jour. Les gens, comme Stéphane Roche a parlé tantôt, les gens font de la géomatique avec ça sans même s'en rendre compte, donc c'est définitivement marquant, puis même en dehors des gens de la géomatique. Rapidement, moi, ça fait juste 35 ans que je suis en géomatique. Je ne sais pas c'est quoi les instruments d'arpentage, je ne sais pas c'est quoi des outils GPS, je ne sais pas quoi, c'est tout ce que j'ai jamais fait, ni la photogrammétrie. Donc, tout ce que j'ai jamais fait, c'est le traitement de cette information-là. Donc,
lorsqu'on est dans la partie système, en fait, ce que je dis, c'est quand on est dans la partie système de la géomatique, on reçoit des données de différentes sortes, dans différents formats, puis on les traite, puis on espère ensuite que nos clients comprennent le résultat qu'ils reçoivent. J'aurais peut-être ajouté aussi à la liste les appareils mobiles. Donc, ça a ouvert tout un pan de nouvelles applications qu'on va pouvoir apparaître sur nos téléphones. Donc, avec des appareils d'iPhone et Android, avec une puce GPS, on sait où est-ce qu'on est. Donc, ça a vraiment ouvert d'avoir beaucoup d'applications, localiser où est-ce qu'on est en ce moment, donc, et puis avoir des informations, donc localiser à notre endroit où est-ce qu'on est présentement. Du côté de la salle maintenant? Moi, j'ai une question, oui. En fait, pour ceux qui ont 25 ans qui voient moins clair, qui ont la vue bête, c'est quoi le résultat du sondage? C'est bon. Juste plus comment? Non, non. Non, c'est pas une question. C'est le résultat du sondage. OK, en pourcentage. Oui, je sais. Bon, OK. Choix de réponse. Instrument d'apprentissage, 5%. Les outils GPS, GNSS, 17%. Laser, 14%. Photogrammétrie, télédétection, 10%. Logiciels et applications de traitement géomatique, 24%. Logiciels et applications de diffusion géomatique, 26%. Et autres, 3%. Merci. Vous avez donné des moyens, mais vous n'avez pas pensé aux données spatiales. Parce que les bases de données, c'est pourquoi on prend tous ces moyens-là pour avoir des données. Moi, je pense que depuis 25 ans, c'est le fait que nos données soient numériques, sont spatiales, sont relationnelles. C'est ça la grosse révolution. Parce qu'avant, ça restait des papiers quelque part enfermés. Moi, je pense que c'est ça aussi qui ressort dans le sondage, qu'on a les logiciels, les applications de traitement et de diffusion géomatique. Donc, diffusion, c'est avec Internet, d'être capable de diffuser la donnée à un public assez large, pas seulement au niveau papier avec les cartes. Je pense que ça va plus loin que les bases de données géospatiales. C'est que, en fait, je fais des blagues, je ne sais pas c'est quoi la photogrammétrie. Moi, j'ai commencé à traiter des données vecteurs dans des bases de données géospatiales. Puis ensuite, un jour, il y a des gens qui sont arrivés avec des données raster, des images à différentes résolutions. Puis il y a quelqu'un qui a décidé, hey, tu vidéo, ça c'est réellement le fun, ça. Fait que là, on a commencé à mettre ça dans des bases de données. C'est ce qu'on appelle maintenant du big data. Nous, on appelait ça bien de la donnée dans ce temps-là. La même chose, c'est complètement dans deux différentes sortes, c'est pas classifié. Là, maintenant, on a des données qui viennent de réseaux sociaux. Il y a un candidat qui est devenu premier ministre, d'ailleurs, récemment, qui a fait toutes ses interventions cette année dans les circonscriptions électorales en allant voir à l'avance quels étaient les sujets dans les réseaux sociaux qui ressortaient. Donc, lorsqu'il est arrivé à Brampton, il savait que c'était l'emploi. Ailleurs, c'était l'environnement. Donc, tout ce traitement de données, qui n'existait pas il y a 10 ans, là, a été fait pendant certains buts. Donc, ça, c'est plus l'avenir, je dirais. C'est quand même, ça dit, les 25 dernières années, là, donc depuis la naissance de madame, à droite, là. Donc, je pense que c'est pour ça que le sondage est sorti comme ça, mais je pense que l'avenir, c'est réellement le traitement de différentes données, les bases de données géospatiales, le relationnel. C'est sûr que c'est quelque chose qui est important, mais on a de plus en plus de besoins qui vont au-delà de ces bases de données-là. Autre question, autre commentaire? Les gens ne comprennent pas. Ça prend beaucoup d'expérience en mathématiques. Bon, donner des résultats? Oui. Bon, pour les gens qui sont... Oui? Peut-être augmenter à 125 Je pense que c'est la bonne personne. J'ai avancé de 25 Est-ce que les gens à l'arrière de la salle voient maintenant à 125 Jacques, vous
revenir à l'arrière. Donc, si je comprends bien, je n'ai pas besoin de commenter le sondage pour l'instant. La seule chose qu'on remarque, c'est assez évident, c'est que GPS rapporte la médaille d'or. Je pense que c'est compréhensible. C'est là où vraiment le coût a commencé à se démocratiser. Oui. Excusez-moi, mais le doyen rangé, font-tu le livre? Après, bon, on a au début, bon, je vais publier, de toute façon, on va passer le temps, on va se ranger au cocktail. Instrument d'arpentage, mettons qu'on 2,7 GNS, GPS 35 télédétection, photogrammétrie 20 Internet 20 réseaux sociaux 4 ordinateur 24 les modèles 3D 5 les applications mobiles 13 création de programmes de formation spécialisés en géomatique 8 Google Maps, Google Earth 25 où j'en suis. OK, les logiciels spécialisés en géomatique, les CAD, c'est 33 et autres, 8 Ça va? Bon, aussi, maintenant, je vais demander à mes panélistes ce qu'ils en pensent. Alors, pour ma part, moi, les étapes les plus marquantes dans l'évolution de la géomatique, là, à mon avis, c'est Google Maps, Google Earth. Pourquoi? Parce que la géomatique, c'était quelque chose de réservé. Madame Rachel, tu l'as dit tout tantôt, c'est maintenant plus facile d'expliquer ce qu'on fait. Et donc, la géomatique, c'était un silo, c'était réservé. Dans la ville, c'était le spécialiste de la géomatique, c'était le spécialiste au ministère des Ressources naturelles. Puis, je trouve que ça nous a permis de nous réorienter, d'ouvrir d'autres horizons, puis maintenant intégrer différentes strates d'information, puis ça nous ouvre à de nouveaux marchés. Alors, pour ma part, c'est vraiment Google. Ça a eu comme conséquence aussi de ceux qui connaissaient moins ça, mais au lieu de nous appeler et nous demander une offre de service, on chargeait 100 000 par exemple. Alors là, ils disaient 100 000 puis on l'a gratuit. Puis il y a eu une petite période où on a dû se réajuster puis se réinventer, mais dans la vie, il faut toujours se réinventer pour avancer. 99 000 ça, Modèle 3D, ça n'a pas été très fort. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore atteint le potentiel des modèles 3D jusqu'à maintenant. Les organisations, par exemple, pour le ministère de l'Environnement et des Parcs, il n'y a pas de 3D encore. Puis déjà, la 2D, ça reste quand même assez complexe à gérer. C'est pas facile, puis je pense pour ça un peu que c'est la difficulté à gérer les modèles 3D. Je pense pour ça qu'on n'a pas encore atteint le plein potentiel. Je sais qu'il y a la Ville de Montréal qui met à disposition du grand public, donc on est capable de télécharger la maquette 3D de la Ville de Montréal. Donc je pense que ça va peut-être aider à ce niveau-là. Je pense que la Ville de Québec tarde encore un petit peu à le faire, donc on va espérer que ce soit téléchargeable bientôt. Puis, c'est peut-être que si on regarde le même sondage, peut-être dans 5 ou 10 ans, peut-être que les modèles 3D, là, on va avoir un peu plus de votes à ce niveau-là. En fait, c'est une étape attentive. Personnellement, très rapidement, je vais vous donner la parole. Plutôt que la création de programmes de formation spécialisés en géomatique a été très marquante, personnellement, et pour twister la question un peu dans un autre sens, je dirais pour la géographie, à quel point la création de formation en géomatique est venue donner une nouvelle niche d'emploi pour les géographes. Je trouve ça, après mon bac en géographie, j'ai vraiment adoré, j'ai pu explorer différentes facettes de la géographie physique, donc hydrographie, climatologie, pédologie, géomorphologie. Puis après tout ça, je voulais toujours travailler en géographie, mais avec un bac, s'il n'y a pas tant de portes ouvertes. Et puis quand j'ai eu la chance de découvrir l'ICIC, j'ai été contente parce que j'ai trouvé en fait une façon de pouvoir
exploiter chacun de ces sujets-là et d'explorer chacun de ces sujets-là possiblement. Donc voilà. Questions, commentaires? Oui. À droite? Non. Moi, je pense qu'il y a un élément qui a été peut-être oublié ou qu'on pourrait ajouter. On parlait beaucoup depuis ce matin d'intelligence, des villes intelligentes. Moi, je pense qu'il y a l'élément de l'intelligence collective en termes de données spatiales, c'est-à-dire il y a eu l'évolution de la géomatique, on a l'évolution, le développement technologique, puis il y a le développement des logiciels et tout ça, mais il y a aussi l'évolution de la pensée géomatique, c'est-à-dire que les gens ont commencé et en sont venus à comprendre l'importance et à développer l'intelligence d'utiliser ces outils-là et de les appliquer à différentes formes. Moi, je suis né un petit peu avant Mme 24 ans, mais à cette époque-là, c'était des cartes sur papier, c'était des données spatiales très statiques, puis on ne voyait pas les chiffres, les données spatiales derrière, on ne les voyait pas, c'était des localisations avec des noms, c'était tout. Mais ça s'est développé avec, la donnée spatiale s'est développée, la donnée spatiale s'est superposée et s'est combinée à plein d'informations. Puis aujourd'hui, ça s'est démocratisé énormément. Il y avait des besoins qui étaient là, qui ont amené le développement de la géomatique, puis il y a aussi avec le développement de la géomatique, il y a des besoins qui se sont créés. Puis les villes en témoignent aujourd'hui avec toutes les applications qu'ils en font, en devenant des villes intelligentes. Moi, je pense qu'une des étapes importantes, c'est vraiment ça, c'est l'intelligence collective qui s'est développée en parallèle et combinée avec le développement de la géomatique. C'était pour elle un élément vraiment significatif. Puis je crois qu'au-delà de ce que tu disais, c'est significatif à deux niveaux. D'une part parce que, et c'était l'objectif de Google, c'est que ça a fait en sorte que la carte devienne l'interface ou le moyen d'indexer des contenus, peu importe le type de contenu, quasi privilégié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des contenus sur le web sont indexés pas seulement par la localisation géographique, mais aussi et quasi systématiquement par la localisation géographique. Puis le deuxième élément, et là c'est lié à ce que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, le fait qu'on soit confronté à de l'information géographique dématérialisée et qu'on puisse zoomer en avant, zoomer en arrière, même si on voit que c'est pas si facile que ça, hein, mais, surtout pour des dinosaures. Mais il reste qu'en termes de capacité de raisonnement, de raisonner spatialement, on ne le mesure pas forcément encore bien, mais je pense que ça a eu un effet significatif. Moi, je le vois avec mes enfants qui aujourd'hui n'ont aucune difficulté à comprendre la problématique, par exemple, de perspective ou d'échelle. Et je crois beaucoup moins que ce que moi je pouvais avoir au même âge, parce que faire varier les échelles d'observation, et puis constater que ça change la perspective et qu'on ne comprend pas les choses de la même manière, c'est typiquement du raisonnement spatial. De la même manière que se rendre compte que les choses qui sont plus proches les unes des autres sont sans doute plus en relation que celles qui sont éloignées, puis ça c'est les premières lois de géographie de Tobler, ben ça aussi c'est des éléments qu'on peut expérimenter grâce à Google Maps, Google Earth ou ce genre d'outils très démocratisés. Puis ces deux éléments, à mon avis, qui sont assez significatifs dans l'impact que ça peut avoir et sur la géomatique et sur sa démocratisation. Un bon exemple. Maintenant, on en voit beaucoup plus sur la presse plus avec, bon, on va avoir l'article, mais on va voir aussi souvent une carte qui va accompagner. Donc, ça vient bien illustrer le contenu, puis ça amène une nouvelle facette au message que le journaliste voulait passer. Juste pour finir ici, il y en a qui s'amusent. Dans le monde hier, il y avait 30 projections pour voir le monde. Donc le globe terrestre, qui montrait de différentes manières comment on voyait le monde selon le monde. C'est le journal du monde, mais comment on voyait le globe terrestre avec différentes projections. Si ça vous amuse, allez voir, c'est assez amusant parce qu'on voit de différentes manières la planète. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, lorsqu'on regarde l'avenir, ce qui a fait la différence, c'est le jour où on a arrêté de parler de géomatique et l'utilisateur a eu l'information qu'il voulait avoir, que ce soit à travers Google Maps, à travers une application, parce qu'il cherchait un chemin de A à Z qui était le plus court, parce qu'il voulait savoir quelle était la meilleure manière de tirer un missile cruise, parce qu'il voulait savoir quelles étaient les zones de criminalité, donc il ne voulait pas savoir. Il n'y avait aucune question géomatique, il y avait une question sur son domaine d'affaires. Donc, à mon avis, l'aspect logiciel spécialisé qui
qui est un peu plus élevé, mais qui peut aussi inclure le 3D. Donc, c'est un peu, dans le sondage, c'est un petit peu confus, pas confus, mais ça peut porter à confusion. C'est ce qui a fait une différence dans l'évolution. Lorsque le jour, on a dit ce ne sont pas des coordonnées, ce ne sont pas qui ont été cherchées par GPS ou par photogrammétrie, ce n'est pas important. Ce que j'ai, c'est l'information que je recherchais à ce moment-là. Ce matin, on a vu 3 courbes, 3 époques différentes de la géométrie. La révolution, si je ne me trompe pas, les ordinateurs, les logiciels, puis ensuite la donnée. Puis au fond, tout ce que j'entends, puis aujourd'hui, s'il y avait un mot à mettre sur la prochaine courbe, je pense que ça serait l'utilisateur, qui est un peu l'avenir. Mais je me demande où est-ce que peut-être nos panélistes, nos intervenants se situent là-dessus, parce que je pense que je vois un peu 2 branches pour l'avenir. La géométrie très professionnelle, comme Mademoiselle sur les îlots de chaleur, la recherche scientifique, le développement, mais de plus en plus, il y a la branche maintenant utilisateur que à peu près tout le monde, surtout les jeunes de moins de 25 ans, maintenant aiment ça aller sur Facebook pour indiquer qu'ils se trouvent en ce moment chez Dairy Queen en mangeant une crème glacée, juste en cliquant sur un bouton. Parce que maintenant, tout est géolocalisé, tout le monde veut savoir où tout se trouve. Toutes les compagnies ont une application qui indique où se trouve toutes leurs succursales. Donc, il y a l'expérience très, très basique, je vais dire, de la géométrique, de localiser les choses. Donc, je me demande comment l'avenir va s'orienter, si ça va aller vraiment plus en se simplifiant vers l'utilisateur un peu de base, en guillemets, je peux dire, ou si la recherche vraiment scientifique va garder sa place dans la géométrique de l'avenir. Ben, je vais dire un des points que je pense que où est-ce que la géométrique s'en va. Je pense qu'on tend de plus en plus vers le temps réel. Il y a, par exemple, Landsat est disponible maintenant sur Amazon pour avoir une carte en image satellitaire. Puis il y a une compagnie qui s'appelle Planet Labs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette compagnie-là. Ils sortent des tout petits satellites d'observation de la Terre. Donc c'est pas plus gros qu'une boîte à pain. Puis ils pensent être capables de prendre toute la surface de la Terre à chaque jour en 2016. Donc on peut penser qu'à court terme, on va avoir une représentation de la Terre, donc des photos très très récentes. Donc là aussi, ça ouvre une porte sur tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a les deux points de vue pour l'avenir. Il y a le point de vue de l'utilisateur et le point de vue de ce qu'on est en général ici, au point de vue géométrique. Alors, du côté de l'utilisateur, ça revient un peu à ce que au dernier intervenant, qui est caché en arrière, ce qui disait qu'au fond, l'utilisateur, ce qu'il veut à la fin, c'est une application, une information. Puis ce qui se passe en arrière, c'est pas très important pour nous. Par contre, du côté géométrique, donc du côté où est-ce qu'on travaille, nous, ça va nous donner plus de travail à faire. Parce qu'on aura de la collecte de données à faire différemment, parce qu'avec différents outils, parce qu'on aura des sources de nouveaux satellites. Puis ce nouveau satellite, je pense que ça double à chaque 10 ans le nombre de satellites qui sont lancés par rapport aux années d'avant, parce qu'on aura des données dans différents formats. Et il faut avoir les traités, donc ça va prendre aussi des capacités scientifiques pour savoir d'où viennent ces données, laquelle est la meilleure. Les personnes d'OpenStreetMap qui étaient là ce matin, quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce qui arrive dans le cadre des conflits, si quelqu'un change une donnée pour une autre, qui est la meilleure donnée? Ce que j'ai compris, c'est que le dernier qui rentre la donnée, c'est lui qui a raison. C'est intéressant comme concept, mais évidemment, si on traite la donnée de l'autre côté et on ne sait pas laquelle qui est meilleure, ben c'est un impact. On peut envoyer une fausse information à quelqu'un. Qui a dit ce matin qu'une carte était dangereuse? C'est toi, Stéphane? C'est Yvan. C'est Yvan qui a dit qu'une carte était dangereuse. Donc, on a vu des gens qui sont morts en Australie parce que les données de l'application Map d'Apple étaient fausses la première fois. Donc, c'est sûr que c'est dangereux. Donc, pour nous, il va falloir apprendre à traiter ces données-là et apprendre à les diffuser d'une manière simple, que ce soit sur un appareil mobile ou à travers une application. Donc, on a quand même de nombreux défis. Même si on ne s'appellera pas géomatique, puis personne ne va savoir qu'on existe. Comme on ne sait pas qu'il y a 12 informaticiens qui ont développé une application en ce moment. Alors, on voit la géométrique, si on regarde au début des années 90, à mon avis, ma vision, c'était que la géométrique était, comme j'ai dit tantôt, réservée aux spécialistes de la géométrique. Donc, 0% des utilisateurs du citoyen l'utilisaient ou pouvaient le manipuler.
Aujourd'hui, je pourrais dire 50-50, même si ce n'est pas des statistiques, mais rapidement, mes enfants font de la géomatique. Je pense que le futur, ça va être 20% de la géomatique va être maîtrisée par les professionnels et 80% par le citoyen. Je pense que la géomatique va réussir à survivre, malgré un peu ce que tu viens de dire. Moi, je pense que la géomatique va toujours rester là, mais ça va devenir des niches très spécialisées. Et je crois que ça va passer par la certification de données, ce que tu viens de dire, effectivement. Donc, la donnée, on en pousse, mais est-elle bonne? Est-ce qu'elle correspond à nos attentes? Alors, je pense que la certification, les niches, c'est ce qui s'en vient. Dans les domaines d'affaires également, j'ai vu hier différents éléments. Consortec mentionnait qu'il y aurait des BIM, tout ce qui s'appelle BIM, faisait partie du futur. Je ne suis pas tout à fait convaincue, parce que dans les tendances, peut-être on verra l'avenir. Je pense par contre que l'imagerie va faire partie du futur, l'imagerie bien géoréférencée. Donc, peut-être amener un point de vue un peu différent. Si je me fie à ce qui se passe à l'école, nous, on voit vraiment la géomatique. Il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à la spécialisation en géomatique. Je pense qu'on voit dans ce domaine-là une grande porte ouverte avec plusieurs emplois. Oui, on fait ça parce qu'on trouve ça intéressant, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans ça aussi parce qu'ils voient beaucoup d'opportunités d'emploi. Puis aussi à l'extérieur du pays, hein, on peut aller travailler partout dans le monde encore avec cette formation-là. Donc, il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui ont une formation de base en géomatique, notamment au baccalauréat en géographie. On suit des cours de base, qu'on aime ça ou non. Donc, ça devient quand même... non, mais c'est vrai. Tout le monde suit cette formation-là. Puis, je pense que ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont une formation en géomatique puis peuvent utiliser la géomatique, peu importe l'emploi qu'ils vont faire futur. Aussi, pour ce qui est des utilisateurs, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, on a parlé souvent, c'est l'accessibilité, notamment avec l'open source, mais toute la question de où ça va s'arrêter, comment est-ce qu'on va arriver à la baliser, puis respecter la vie publique, la vie privée. En fait, tu sais, comme là, on voyait tantôt avec les petits drones qui vont suivre partout, mais c'est parce qu'à aucun moment de la journée, on va avoir une vie privée, finalement. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à baliser tout ça? Je pense que c'est vraiment un enjeu futur. Puis également, je pense que la géomatique va de plus en plus s'immiscer dans les enjeux sociaux et environnementaux importants. Je pense qu'elle peut aider dans ces enjeux-là, notamment les villes qui font face, par exemple, aux enjeux environnementaux. On l'a vu avec Yves, comme les îlots de chaleur. Comme la géomatique peut aider à comprendre ces phénomènes-là, ces enjeux-là, qu'est-ce qui se passe réellement, puis elle peut aider aussi à les baliser, à les circonscrire, puis finalement, je pense qu'elle va aider à trouver des solutions à tous ces problèmes-là auxquels on fait face. Bon, j'ai comme l'impression que tout c'est un petit peu dit. Je prenais des notes, mais je me bon, c'est déjà dit. En gros, c'est sûr que l'open source, ça va devenir quelque chose de vraiment précieux, que tout le monde va pouvoir faire la géomatique. Ce qu'on cherche avec la géomatique, c'est l'optimisation, c'est la rapidité. Mais maintenant que tout le monde peut mettre son nez là-dedans, il faut vraiment faire attention pour ne pas oublier la qualité au dépend de la quantité. Fait que je pense que si on fait attention à ça, on est vers la bonne voie. Ça sera d'autant plus vrai, à mon avis, avec le phénomène de l'Internet des objets. Puis tout ce qui est relié au Big Data. L'Internet des objets consiste bien sûr à connecter des objets et des personnes et à transmettre de l'information à des vélocités très importantes. Et ça va nous amener, dans l'Internet des objets, je disais dernièrement, il y a 80% de l'information qui existe aujourd'hui qui a été créée au cours des 5 dernières années. Alors, si on s'imagine que nos luminaires, nos cellulaires, nos vêtements vont transmettre à un moment donné de l'information en temps réel, et là, il va falloir vraiment, ça sera un enjeu de savoir quoi faire avec cette information. C'est un enjeu important à la Ville de Laval, puis on parle beaucoup de données ouvertes, sortir des données ouvertes. Je pense que la qualité de la donnée, ça dépend de l'utilisateur, de la qualité du producteur, de la qualité de ce que tu vas en faire. Donc, il faut vraiment pousser la métadonnée puis informer les gens le contexte dans lequel la donnée a été produite. Si elle a été produite pour les gens de l'ingénierie, mais que les travaux publics, je parle d'expérience, veulent l'utiliser, mais qu'elles ne le concordent pas. Donc, il faut vraiment pousser à instruire la production de la donnée, sa généalogie finalement, d'où qu'elle vient, puis ça quoi. Puis si on décide de l'utiliser ou non, puis la transformer par la suite. Donc, c'est
c'est un bel enjeu, puis il faut se concentrer, je pense, là-dessus à l'avenir. La géométrie va exister dans 25 ans, ça va laisser sceptique, à cause de la courbe exponentielle, tout ça tantôt. Il ne faut pas oublier que la donnée, je suis un peu d'accord avec le docteur Yvan Bédard là-dessus, c'est qu'on est rendu là dans l'année de masse. C'est correct, mais il y a encore beaucoup de municipalités au Québec qui n'ont pas le minimum de données qu'ils ont besoin pour opérer. Je parle dans certaines MRC, des petites localités où ils n'ont pas le financement nécessaire pour le faire. Par contre, la donnée se démocratise énormément. On va faire un leader en Ville de Montréal cette année, ça coûte peut-être 2 fois moins cher qu'on l'aurait cru. Donc, avec les années, les données, l'acquisition de données va se faire, donc on va pouvoir alimenter l'ensemble de la province, des municipalités en données. Donc, et cette donnée-là, il va falloir la maintenir à jour. Et dans 25 ans, on ne sait même pas ce qui sera inventé en géométrie. Fait que je pense dans ce concept, vis-à-vis ce concept-là, je pense que la géométrie va être encore là. Ça sera pas pareil, ça sera pas comme on voit aujourd'hui, mais je pense qu'au moins les gens vont être équipés avec une certaine donnée de base, de plus en plus démocratisée, lourde, mais avec les équipements qui seront en place pour la soutenir quand même. Et on va pouvoir, effectivement, là, les utilisateurs vont pouvoir les utiliser pour faire des applications. Je posais la question ce matin, est-ce qu'on est rendu, l'association géométrique, au point d'aller voir d'autres organismes, d'autres associations? Bien, je pense que la réponse est claire avec ce qu'on entend après-midi. Je pense qu'effectivement, il faudra qu'on s'associe avec d'autres organismes ou d'autres associations pour aller montrer c'est quoi la géométrie. Parce que souvent, ils l'utilisent, mais ils ne savent pas c'est quoi, puis ils ne savent pas de quoi ils parlent. Fait que c'est le défi qu'on a dans les 25 prochaines années, à mon avis. C'est un commentaire. À chaque fois que je rencontre un représentant d'une ville, je l'incite fortement à intégrer ces données dans le Streetmap le plus tôt possible. Sinon, un autre citoyen va le faire à leur place avec une qualité qui peut-être ne conviendra pas, qui sera moindre, mais ça sera fait. Et plus les villes attendent avant de faire ce pas d'intégration de leurs données, plus la réconciliation entre les deux bases va être compliquée. Et en fait, on se rend compte, avec l'exemple de New York qu'on a montré tout à l'heure, la ville a intégré ses propres données et peut suivre depuis plusieurs années comment elle évolue. Elle est consciente chaque jour des modifications qui sont apportées. Une ville qui va apporter ces données dans 10 ans, donc déjà l'intégration va être plus compliquée, mais en plus le suivi sera plus compliqué à faire au quotidien. Merci. Sauf que quand la ville de Laval, quand la ville de Québec, quand la ville de Montréal libère des jeux de données, ils s'attendent à ce que ça soit impec, qu'il y ait zéro faute, qu'il n'y ait pas d'erreur, sinon on se fait lyncher sur la place publique, puis on paye des taxes. On dirait que les gens, vu qu'ils payent des taxes, ils payent pour les données, fait qu'ils s'attendent à ce que les jeux de données soient parfaits. Sauf que quand on travaille des jeux de données, ils ne sont pas nécessairement adaptés à la donnée ouverte. Il y a une utilisation, il y a une fonction pour ça. On ne travaille pas nécessairement. Nicolas le présentait, il en parlait dans son application. Il a dû remâcher les jeux de données de la ville de Montréal. C'est normal, ils ne sont pas faits pour sortir dans son application. Donc, c'est le point de vue de quelqu'un qui s'est fait pincher sur la place publique. L'open data, je pense qu'il est là pour rester, il est souhaitable. Il y a 25 ans, quand on étudiait, il y a quelques années, on étudiait, c'était 80% des coûts d'implantation d'un GIS étaient dus à l'acquisition et au traitement des données, de 60 à 80% des coûts. Puis là, chez les éditeurs de logiciels et les développeurs de solutions, Serge, tu t'en souviens, c'est ce qu'on souhaitait, que la donnée devienne disponible pour qu'on puisse développer des applications. Alors moi, je vois ça dans une bonne année. Aussi de libérer des données. Je pense à la géobase, c'était une donnée qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous vendiez. Puis aujourd'hui, maintenant, elle est offerte gratuitement aux développeurs, aux citoyens, etc. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à mesurer la plus-value de cette libération-là? Ben écoute, je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt, mais par contre, je pense qu'on commence à voir certaines applications, mais t'en ai un exemple, de gens qui développent des données à partir des données qui sont ouvertes. On le dit, c'est clair, lorsqu'on libère la donnée, il faut mettre une fiche descriptive qui dit c'est quoi. Yves disait tantôt, il ne faut pas être naïf, il faut l'utiliser d'une façon raisonnable, oui, mais il y en a qui ne savent pas qu'il faut faire ça.
Et c'est pour ça qu'il faut faire une fiche, c'est notre responsabilité professionnelle, quand on ouvre des données, de donner la date, la précision, etc., les formats, ce qui est possible, pas possible. Et les gens l'utilisent en conséquence. Donc, il est un peu tôt, je pense, Nicolas, pour dire c'est quoi les retombées, mais il y en a sûrement qu'on ne sait pas encore. Qu'on va le savoir au fur et à mesure que le temps va passer. Ça, du temps passant, au niveau de la ville, il va en avoir d'autres données aussi ouvertes. Pourquoi? Parce que c'est une volonté politique, premièrement, de l'ouvrir. C'est vrai que c'est de l'argent public. Ça a été dur à faire accepter aux gens à l'interne, un peu pour ce que Sanit disait, on va se faire ramasser, parce qu'on sait, nous autres, le défaut des données qu'on a, mais on vit avec. C'est à l'interne. Et lorsqu'on libère ça, c'est comme si on libérait si on voit juste les défauts, ils n'ont pas les qualités. Alors, on libère ça, puis on dit, oh, j'ai eu beaucoup de résistance au niveau des professionnels chez nous à ouvrir certaines données. Puis quand je leur explique que, regarde, on met des fiches, et que oui, c'est pas parfait, et la méthode donnée, mais même avec les méthodes données, c'est pas parfait quand même. Et par contre, il va y avoir une évolution, puis ça va quand même aider la société à développer des applications en géomatique. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, mais il y a encore une résistance à ce niveau-là. Et la solution, c'est de bien identifier par une fiche descriptive la donnée qu'on libère, pour que les gens sachent avec quoi être. La précision est importante. Moi, je suis un peu préoccupé dans mon travail par... pour moi, il y a deux sortes de données. Il y a une donnée que la Ville de Montréal va libérer, qui est une donnée comme l'année passée, comme il y a 5 ans, j'avais accès en travaillant pour la Ville. J'ai mis une entente, il me la donne, et super, elle est blindée, et vérifiée, il y a une fiche qui vient avec, tout le kit. Puis, il y a une donnée comme OpenStreetMap qui vient. Pour nous, c'est facile, on comprend, on connaît, puis même, je ne suis pas sûr que tout le monde dans mon groupe comprendrait la différence entre les deux jeux de données, mais ça me préoccupe parce que nos clients, un peu comme Chantal le disait tout à l'heure, ils ne comprendront pas pourquoi l'année passée on leur chargeait 100 000 pour vérifier telle affaire. Puis là, ils vont me dire, ben oui, mais elle a la donnée. Les bonnes fontaines sont toutes sur la carte, il y a plein de gens qui les ont mis. Prends ça, tu n'as pas besoin, ils vont faire la couverture de risque incendie avec ça, c'est parfait. Ben, non, c'est pas parfait. Il y a des enjeux avec ça. Puis je pense qu'il y a une part importante de sensibilisation il y a une différence entre Martin Chevrier, le citoyen, puis Martin Chevrier, le professionnel en géomatique. Moi, citoyen, je suis super content d'avoir un OpenStreetMap, mais comme professionnel, ça m'inquiète parce que ces données-là vont être reprises, manipulées, remanipulées, puis c'est toute la question de méthodologie qui n'est pas cannée. Puis dans 2 ans, je ne sais pas s'il n'y a pas une base de données qui va m'arriver, puis avec des intrants qui sont peut-être venus de toutes sortes de sources, puis que là, c'est documenté de je ne sais pas comment, puis qu'on s'est produit quelque chose avec ça. Fait que j'ai un peu peur avec ce qu'on avait avant, qu'il n'y avait pas beaucoup de données, comme la Ville de Montréal qui diffuse des données, mais elle est certifiée. Les autres sources de données, mais moi, ça me préoccupe la qualité de la donnée qui vient avec ça, puis ce que les gens vont faire avec ça. Memorial University, et c'est un retraité du CITS à Sherbrooke qui fait la thèse de doctorat. C'est un étudiant au doctorat particulier, mais qui travaille sur une méthode. Par exemple, il cherche à identifier le profil des principaux contributeurs rapidement, par des méthodes rapides, dans une zone donnée, et d'évaluer le niveau de qualité des jeux de données produits par rapport, en se basant sur les profils des contributeurs, parce qu'en réalité, on se rend compte que 90% localement, grosso modo, c'est les chiffres, 90% des données produites localement dans OpenStreetMap le sont par une poignée de contributeurs. Donc si on les identifie et qu'on connaît leur stratégie, leur profil, on sait ce que vaut le jeu de données. Puis autre chose, c'est que toutes les études le montrent, c'est peut-être pas des professionnels patentés, et quand les contributeurs OpenStreetMap le font pas de manière professionnelle, mais les études en Angleterre, par exemple, qui ont été faites, montrent que le niveau d'expertise moyen des contributeurs dans OpenStreetMap est loin d'être bas. C'est des gens qui ont tous des premiers cycles en ingénierie, qui sont tous... c'est rarement quelqu'un qui n'a pas d'expertise dans le domaine. Ça, c'est pas OpenStreetMap. C'est pas vrai de toutes les sources de cartographie contributive, mais OpenStreetMap a des trucs particuliers. Une fois qu'on le sait, qu'on l'analyse et qu'on développe des méthodes assez systématiques, on sera capable assez rapidement de qualifier les jeux de données dans OpenStreetMap. Pas sans risque, Yvan le disait, pas avec un risque zéro, mais aujourd'hui, une base de données produite par une municipalité ou un ministère est par exemple d'erreur. Ils ne garantissent pas 0 erreur. Personne ne garantit 0 erreur. Donc je pense que les choses vont évoluer, on en est encore au début, et moi je ne suis pas si inquiet que ça
C'est sûr que le modèle va évoluer, mais je ne suis pas si inquiet. Je pense qu'il vaut mieux en avoir plus que pas assez, ou pas du tout. Et puis j'ai tendance à faire confiance peut-être à l'intelligence collective, là, mais... Et je vous remercie surtout les panélistes.